Altså, hvad er det tidligste, du kan huske? Vi er i Afghanistan, i Kabul. Min mor, hun er mit hår, så ingen andre kan gøre det ligesom hende. Der er nogle ting, som jeg har svært ved at ligesom snakke om. À l'étranger maintenant, Kaboul et les attaques des Moudjahidines qui ont repris dès le départ des troupes soviétiques. Amin! Flea est le récit d'une fuite, comme son titre l'indique en anglais. Puis c'est l'histoire d'Amin, un garçon qui, à la fin des années 80, vit à Kaboul avec sa famille. Et à la fin des années 80, les Soviétiques, après 10 années d'une longue guerre, vont quitter la ville. Et la ville commence à attendre l'arrivée des Moudjahidines, donc les résistants, entre guillemets, afghans qui se battent contre les Soviétiques, l'armée d'invasion soviétique depuis plusieurs années. Cette famille qui est laïque, voit d'un très mauvais œil l'arrivée de ces Moudjahidines qui sont des religieux et décide de quitter le pays. Seule possibilité pour elle, partir vers Moscou. Il y a un accord entre les deux pays, entre l'Union soviétique et l'Afghanistan. Ils n'ont pas besoin de visa. Ils montent dans le premier avion et ils atterrissent à Moscou, en transit pour aller vers la Scandinavie, où un frère aîné a déjà migré. Il vit à Stockholm, en Suède, depuis plusieurs années. Et cette famille espère très, très rapidement rejoindre le frère aîné à Stockholm. Mais ça va pas se passer du tout comme ça. Et c'est le début de cette longue histoire, de ce long voyage, avec tous les obstacles, toutes les galères, tous les moments difficiles que peut vivre cette famille dans un pays en pleine chute politique, en pleine transition économique, un pays où ils vont rencontrer tout ce que des réfugiés peuvent rencontrer, des passeurs d'hommes, des contrebandiers, du racket, de la police corrompue. Et ce film, petit à petit, tisse le portrait d'Amin qui, pendant plusieurs années, dans sa condition de réfugié, va aussi vivre l'adolescence. Et cette histoire va le marquer à jamais. 20 ans après, il retrouve un camarade de lycée. Amin a refait sa vie à Copenhague, au Danemark. Et Jonas Boer Rasmussen, lui, est devenu réalisateur de documentaires. Jonas découvre la vraie histoire de ce camarade de lycée que finalement, on ne lui a jamais raconté, que Amin n'a jamais raconté. Et il réussit à convaincre Amin de lui raconter cette histoire. C'est un petit peu le film dans le film, puisque Jonas se met en scène lui aussi dans le film en tant qu'accoucheur de cette mémoire, de ce trauma, et pose une grande question. Qu'est-ce que ça veut dire avoir un foyer ? Qu'est-ce que ça veut dire avoir une maison quand on a été marqué par le fait de devoir quitter le lieu de son enfance quand on était jeune et d'avoir été traumatisé par cette fuite ? En juin 2016, je découvre un premier teaser du film, et Charlotte et Guillaume Douce, le directeur artistique du film, me pitchent le projet. Et là, de temps en temps, dans la production, il y a des moments où on se dit faut y aller, faut pas attendre. Et je leur dis, moi, je crois que vous avez une mine d'or. Là, vous avez quelque chose de formidable. Ça fait longtemps que je cherche un nouveau projet de documentaire animé sur lequel Vivement Lundi pourrait s'engager. Donc, si vous cherchez vraiment un coproducteur français, moi, je signe, je m'engage. On décide d'envoyer le projet à Arte France. Et Arte France nous répond dans des délais incroyablement courts. Et surtout, dès l'automne, signe une convention de développement sur le projet. Et à partir de là, la position de Vivement Lundi en tant que partenaire français, donc premier partenaire étranger de ce film danois, est faite, est installée, et on peut travailler sereinement sur la fin du développement de ce projet. On reçoit un scénario, une première version du scénario en anglais qu'on lit, qui est déjà incroyablement forte, qui est très chargée en émotions, mais surtout, il y a des dramaturgies qui sont évidentes. C'est à la fois un film de famille, c'est un film politique, c'est un survival movie. Beaucoup de gens disent c'est un film de réfugiés. Non, c'est plus que ça. C'est l'histoire d'un adolescent qui va devoir survivre dans des contextes souvent très très compliqués et très hostiles. C'est aussi un voyage initiatique pour Amin, qui va grandir pendant ce voyage. Et puis, il y a quelque chose de plus intime qui va se passer pendant le voyage. Amin va découvrir quelque chose d'intime, de profond dans sa personnalité. Il va grandir pendant ce voyage. Et donc, ce film est d'une richesse incroyable, avec des personnages très, très forts. Jonas a cette ambition de réincarner le personnage, la figure d'Amin, et en faire d'abord un personnage, et surtout un être humain à part entière. Et en plus, c'est un enfant, puisqu'au début du film, c'est un préadolescent. On a souvent l'impression que le personnage a été écrit comme un personnage de fiction, mais ce qui est arrivé à Amin est tellement hors norme que on a un récit qui pour moi aurait pu à un moment être une fiction documentée autant qu'un documentaire animé.
Jonas a fait le choix de revendiquer son film, parce qu'il vient de là comme un documentaire animé, et ça fonctionne formidablement bien. La production danoise Final Cut for Real a été responsable de toute la première partie du développement, on va dire le développement littéraire, donc les premières intentions, le développement du scénario. Dans un deuxième temps arrive le studio Sun Creature qui va apporter le développement visuel du projet, donc création des personnages, création globale de l'univers plastique du film. Et surtout, Sun Creature va apporter ces deux outils essentiels d'un film d'animation quel qu'il soit, ou d'une production d'animation, la réalisation du storyboard et la réalisation de l'animatique. L'animatique étant une maquette grossière du film qu'on réalise à partir du storyboard, qu'on monte et sur lequel on rajoute du son et qui donne une vision globale du film et surtout un rythme global du film. She's delaying us. À ce moment-là, il y a une intervention importante, c'est qu'il y a un monteur qui arrive sur le projet et qui va vraiment apporter quelque chose qui va permettre de structurer cette animatique. Et puis, dans un deuxième temps, il y a le partage du travail. Le film est fabriqué entre 4 studios, 2 studios au Danemark, dont Sun Creature qui gère toute l'animation. Nous, en France, à Rennes, chez Personne n'est parfait, notre studio d'animation, on gère les décors. 10 minutes de l'animation, ce qu'on appelle les animations traumatiques, qui sont des séquences en noir et blanc dans le film, plus abstraites, sont réalisées dans un studio à côté de Lille qui s'appelle le studio Train-Train. Et une fois que tous ces éléments sont fabriqués, ils reviennent chez Personne n'est parfait à Rennes, où se passe une phase importante qui s'appelle le compositing. De manière assez schématique, c'est l'assemblage de tous les éléments fabriqués dans les différents studios, qui sont assemblés dans des séquences définitives et auxquelles on rajoute au moment du compositing, les effets spéciaux. Donc, une pluie, une fumée, une poussière. Tous ces éléments ne sont pas animés image par image. Ils sont animés numériquement avec des outils de compositing. Et après, le film repart vers le Danemark pour une dernière phase de montage et surtout part après vers la Suède et la Norvège pour le design sonore, la musique originale et le mixage. Pendant la phase de développement, il est apparu que le film aurait 3 esthétiques visuelles différentes. Alors, il y a une esthétique qui vient du documentaire classique, ce sont des archives. Jonas avait fait le choix très très tôt de conserver des archives pour contextualiser. Et puis on est sur un film tout en animation, donc rappeler de manière régulière que cette histoire est vraie, ça a été très important. Nous, on savait par des expériences précédentes qu'il n'y avait aucun problème à faire cohabiter de l'animation 2D et des archives. Le spectateur l'accepte sans difficulté et le perçoit comme une continuité de récit. Il peut y avoir une petite surprise au départ, mais dans la globalité d'un film, c'est non seulement accepté, mais c'est apprécié. Et on a eu beaucoup de retours en ce sens. Et Jonas voulait aussi qu'il y ait 2 types d'animation. Il y a une animation que je vais qualifier de 2D, en couleur ligne claire, très traditionnelle. En gros, c'est Amin qui se raconte, les flashbacks à Kaboul et à Moscou, et la vie d'Amin à Copenhague avec son amoureux. Jonas voulait aussi que, par moment, on puisse, par l'animation, ressentir soit la difficulté de la résurgence de la mémoire d'Amin, soit le traumatisme de la séquence qu'il avait vécue, du moment qu'il avait vécu et qu'il racontait à Jonas 20 ans après que tout ça soit arrivé. Donc là, une animation plus abstraite, en noir et blanc, beaucoup plus mouvante et qui a été créée par un artiste français qui s'appelle Simon Rouby. Donc une fois que le budget était réuni, on est parti pour 9 mois de fabrication. Le film est terminé au printemps 2020. Comme c'est souvent, c'est le veut la tradition, quand un film est prêt en mars, on l'envoie dans un grand festival qui a lieu sur la Riviera, donc la Côte d'Azur française, au mois de mai. Et grande surprise, le film est sélectionné en sélection officielle cannoise. Mais on sait très vite que le festival n'aura pas lieu. Donc les équipes de Thierry Frémaux annoncent que c'est un label. Et quasiment au même moment, on reçoit 8 mois en avance par rapport aux dates de conférences de presse, d'annonces, de programmation du Sundance Film Festival aux États-Unis, la sélection officielle en compétition internationale du film. Donc ça, c'est exceptionnel. Moi, j'ai jamais vécu ça, où tout d'un coup, 2 des plus grands festivals du monde veulent le film. Comme Cannes n'a pas lieu, le Sundance accepte qu'on ait le label cannois. Ça ne remet pas en cause la sélection. Par contre, alors que le film est terminé, il est littéralement mis au frigo pendant plus de 8 mois. Le film fait sa première en février 2021 au Sundance Film Festival, et à partir de là, c'est une déflagration. Le film reçoit un accueil exceptionnel. J'ai rarement vécu ça. Le festival est confiné, il est numérique,
Et il y a un effet amplificateur, puisque beaucoup de gens le voient en ligne, sans se déplacer physiquement sur le festival. On a vécu ce que pouvait être une édition en ligne d'un festival comme effet démultiplicateur de notoriété pour un film. Un grand distributeur américain indépendant achète le film dès le premier jour du festival, dès la première projection, la première mondiale du film, et 3 jours après, il gagne le Grand Prix de la compétition internationale documentaire. Donc là, à partir de là, on sait déjà, dès février, que les partenaires américains veulent s'engager dans la course aux Oscars. On a toujours un peu, par rapport aux Oscars, on a toujours un peu de retrait. On se protège aussi, parce qu'on sait que c'est très, très compliqué d'atteindre la nomination. Et on se retrouve en ligne, avec des équipes aux États-Unis, au Danemark, en France, en Norvège, en Suède, en Israël. Donc, tous les différentes structures qui ont travaillé sur le film, le jour de l'annonce des nominations, de la conférence de presse de l'Académie des Oscars, et le film est nommé dans 3 catégories. C'est historique. C'est la première fois qu'un documentaire obtient 3 nominations aux Oscars. On n'en revient pas, mais quel grand moment partagé, même à distance, avec tous les gens qui ont porté ce film depuis 2016 pour nous, mais depuis 2013 ou 2014 pour Jonas et sa productrice. Pour nous, une date importante, qui est le Festival international du film d'animation d'Annecy, qui recommence. Il sort lui aussi du confinement. Nous sommes en juin ou tout début juillet 2021. Le film fait sa première française. Et nous avons droit... Il se passe quelque chose. C'est un festival avec un public plus jeune, souvent, que dans des festivals de documentaires ou des festivals de fiction. Et le film a une standing ovation de 10 minutes. Et le lendemain, il gagne le Grand Prix du festival. Donc là, entre le documentaire, entre l'animation, on voit que les différentes communautés s'approprient totalement le film. Et pour nous, c'est une grande réussite. Le film suscite une énorme émotion. Une énorme émotion. Et régulièrement, à la fin des projections, il y a des gens qui nous attendent et qui nous disent « c'est mon histoire ». C'est formidable de faire un film comme ça. C'est l'histoire quand même de beaucoup de réfugiés, même s'ils ont réussi totalement à s'intégrer dans un pays qui les adopte, où ils décident de poser leurs valises, il y a toujours cette peur de devoir refaire ses valises. Et c'est ce que le film raconte. Ne jamais oublier que Amin est crédité comme co-auteur du film, et ça me paraît totalement légitime, offre quelque chose qui est d'une grande générosité et sans doute quelque chose d'assez unique. Je suis pas sûr que je recroise un film comme ça très rapidement, dans sa richesse et dans la véracité de ses émotions, et puis surtout dans la dimension totalement incroyable et improbable de ce récit. Parfois, j'ai eu du mal à y croire, et Jonas me disait « Si, tu écouteras les témoignages d'Amin, tout ça est vrai, c'est sa vraie histoire. » Et on en a même retiré, tellement il fallait tenir un film d'1 heure, 1h20. On n'a pas pu tout mettre, Jonas n'a pas pu tout mettre dans le film, et je crois que ce film touche énormément, et c'est ça qui est le plus important. Le film est vendu dans plus de 70 pays aujourd'hui, donc c'est un film qui a une carrière internationale exceptionnelle. Et là, on prépare maintenant la diffusion du film en France, donc la tournée des avant-premières, comme aux rencontres du cinéma de Vannes. J'ai fait le festival d'Alès, le FIPADOC, un certain nombre de grands événements comme ça. Et puis le 24 août, une sortie salle avec une chronologie des médias inversée. D'abord la diffusion télé, puisque en France, c'est une œuvre audiovisuelle. Donc pour le reste du monde, c'est un film de cinéma. Mais parfois ça marche, et ça marche très bien. Voilà, donc maintenant on attend que le public français découvre le film, parce qu'il y a très peu de gens à l'avoir vu en France, si ce n'est des gens qui suivent quelques festivals où le film a pu être présenté. Har du nogensinde fortalt din livshistorie før? Nej. Vi flygtede til Moskva. Der er rigtig meget kriminalitet, og der er politiet, kan man overhovedet ikke stole på. Og hvad er planen? Vi flygter med menneskesmugler. Jeg har vildt dårligt samvittighed, at min bror han bliver tilbage. De der menneskesmuglere, de er bare nogle møgsvin. Amin? Kujosti. Har du fortalt Kasper nogle af de her historier overhovedet? Nej. У тебя нет семьи. Знаем, что вы здесь. Открывайте.